Voilà, mesdames, messieurs, vous êtes les bienvenus. C'est l'heure du Club de la Presse sur la télévision panafricaine. Bienvenue à vous tous qui nous regardez à travers le continent et même au-delà. C'est votre émission de débat sur l'actualité au Cameroun, en Afrique et dans le reste du monde. Et pour cette fois-ci encore, c'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons sur le plateau d'Afrique Média en direct de Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. Eh bien, au menu de ce Club de la Presse, vous le savez déjà, nous sommes en plein dans les législatives et municipales qui se sont déroulées le 30 septembre dernier au Cameroun. Le processus se poursuit donc avec hier la Cour suprême qui a ouvert le contentieux pour ce qui est des législatives, alors qu'on connaissait déjà les résultats pour les municipales, mais seulement la situation ne cesse d'évoluer, notamment une information qui nous arrive fraîchement sur ce plateau avec le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir au Cameroun, qui donne donc libre cours aux conseillers municipaux pour choisir eux-mêmes et sans influence aucune ceux-là qui vont donc diriger les exécutifs municipaux pour les 5 prochaines années. C'est donc une grande nouvelle qui arrive au moment où d'aucuns avaient déjà commencé à penser à ce que le parti investisse les candidats pour le poste de maire et de ses adjoints. Voici que le Rassemblement démocratique du peuple camerounais vient donc de remettre la balle au centre. Comment interpréter ce changement de dernière minute du RDPC? La question est donc sur la table du Club de la Presse édition de ce jour. Nous reviendrons aussi sur la quarantaine de recours qui ont donc été portés à l'attention de la Cour suprême pour ce qui est donc des élections législatives. On note dans la grande majorité des cas que les partis politiques et les candidats demandent tout simplement l'annulation pure et simple de cette élection qui, selon eux, se sont donc déroulées dans des conditions peu orthodoxes. Voilà donc pour ce qui est du côté politique de cette édition du Club de la Presse. Le second sujet touche aux Lions indomptables du Cameroun. Vous le savez, demain, 13 octobre 2013, le Cameroun affronte la Tunisie et c'est donc à Radès en Tunisie pour le compte du dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde qui se joue l'année prochaine au Brésil. Mais seulement voici qu'en pleine préparation de cette rencontre, Samuel Eto'o, le capitaine des Lions indomptables, continue de faire parler de lui hors des stades. Au lieu d'être en France où l'équipe était en préparation, il était plutôt à Yaoundé où il a été reçu par le secrétaire général des services de la présidence de la République sur ordre, paraît-il, du chef de l'État lui-même. Comment comprendre donc cette situation au sein des Lions indomptables, une équipe qui doit évoluer demain contre la Tunisie? La question est également à poser sur la table du Club de la Presse, une émission qui va se tenir avec 2 invités seulement, ceux qui sont déjà là. Ils nous ont fait l'honneur malgré le mauvais temps qu'il fait actuellement dans la capitale politique du Cameroun. Ils ont bravé donc la pluie pour arriver jusqu'à ce studio d'Afrique Média à Yaoundé. Eux, c'est donc tout d'abord Siméon Ava, c'est sa grande première. Il n'était jamais venu sur ce plateau du Club de la Presse et c'est avec grand honneur et beaucoup de plaisir que nous l'accueillons sur le plateau. Bonsoir messieurs et bienvenue au Club de la Presse. Merci, bonsoir Albert Patrick. Je me plaignais parce que je me disais que le Club de la Presse était déjà un titre foncier de certains. Mais aujourd'hui, je crois que ça commence à évoluer. Ici, c'est la télévision panafricaine pour tous les Africains, tous ceux qui ont des choses intéressantes à dire. Et je sais que vous en avez plein à nous dire cet après-midi. Merci donc à vous d'avoir accepté de venir jusqu'à nous. Alors, il est également là. C'est l'un des pionniers de cette émission du Club de la Presse. C'est peut-être pour cela que Siméon pensait qu'il s'agit de titres fonciers. Alors, personne n'est propriétaire de cette émission, si ce n'est Afrique Média. Alors, Jean-Baptiste Biaï, il est directeur de publication, de prospective nouvelle. Il était là au début, il est encore là aujourd'hui. Merci messieurs et bienvenue au club. Bon après-midi Patrick Eya, bon après-midi à tous les téléspectateurs de Afrique Média. C'est un honneur pour moi de retrouver ce studio auquel je suis déjà pratiquement habitué. Alors, je rappelle tout simplement, j'ai omis tout à l'heure de vous indiquer que Siméon Ava est journaliste principal. Il est surtout directeur de publication d'un journal qui s'appelle Nyon Infumu en campagne, vous le comprenez, c'est donc dans la mouvance politique au Cameroun. Alors je reviens à vous Jean-Baptiste Biaï. On va parler des 2 sujets que je venais d'énoncer tout à l'heure, mais je voudrais très rapidement qu'on évacue cette question qui touche au cyclisme camerounais. On annonce ces derniers temps la tenue du Grand Prix international cycliste du Cameroun. La date du 16 est avancée pendant qu'on entend quand même encore quelques bruits dans les couloirs faisant état de ce que l'Union cycliste internationale, l'UCI, avait saisi le Cameroun
par lettre du 7 octobre dernier pour indiquer qu'il n'était pas d'accord avec la tenue de cette compétition. Est-ce que la situation évolue ou alors où en sommes-nous à l'heure qu'il est, vous qui êtes partie prenante de cette organisation, de ce Grand Prix? Qu'en est-il sur le terrain? Ben, écoutez, je voudrais avant toute chose remercier très sincèrement un compatriote, Émile Abougné, qui m'a fait l'amitié de me ramener très rapidement, n'est-ce pas, au siège de la télévision pour arriver à temps à cette émission. Je voudrais dire que par rapport à la question que vous venez de poser, je parle sous la casquette du responsable de la communication, plus précisément le rapporteur de la sous-commission communication du 13e Grand Prix Chantal Biya. Je voudrais vous dire que lorsque j'entrais dans ce studio, rien n'avait changé en ce qui concerne les dates prévues pour l'organisation de cette compétition. Elles restent les mêmes, c'est-à-dire la compétition 13e Grand Prix Chantal Biya sera organisée effectivement du 16 au 20 octobre prochain. Alors, est-ce que la compétition a reçu l'onction de l'UCI? La compétition a reçu l'onction de l'UCI. Vous avez parlé d'une correspondance qui datait du 7. J'ai toutes les correspondances par devers moi qui datent cette fois-là du 10. Je voudrais vous faire part de cette correspondance du 10 octobre... Juste au niveau de l'objet, ça nous suffit pour qu'on comprenne la situation. Voilà, du 10 octobre 2013, qui donne confirmation de la désignation du commissaire international UCI Route 2013 pour cette compétition. Son nom? Je voudrais vous rappeler que cette information venue de l'UCI note que M. Watre Craig a été désigné pour officier en tant que président des commissaires internationaux de l'épreuve Chantal Biya. C'est un Sud-Africain. Il arrive au Cameroun mardi prochain. Cette correspondance de l'Union cycliste internationale est signée, bien évidemment, de Andrios Buivida, qui est le coordinateur des commissaires de l'Union cycliste internationale. Alors, je voudrais également, avec votre permission, dire qu'il y a eu un message porté qui a été signé le 11 octobre 2013 de la part du délégué général à la sécurité nationale par ordre du directeur de la police des frontières qui donne les autorisations à tous les participants, notamment européens, à cette compétition pour qu'on leur accorde, c'est ça que je lis dans le message porté, c'est la destination, c'est les commissaires des aéroports internationaux de Yaoundé et de Douala pour donner les facilités de débarquement, n'est-ce pas, à tous les autres du Cameroun, avec un accord, si besoin est, je lis là sur le message porté, des visas d'entrée pour le débarquement de 10 jours, un visa d'entrée gratuit de 10 jours. D'accord. Et pour être plus concret, il faut dire que à ce jour, il y a 12 équipes qui sont attendues au Cameroun. Il s'agit de 4 équipes d'Europe, donc 2 de France, une de Slovaquie, une de Suisse, 5 d'Afrique, dont la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Sénégal, le Congo-Brazzaville et le Gabon, et 3 du Cameroun, SNH Vélo Club et les équipes A et B qui sont pour l'instant en pleine préparation, qui sont attendues. En ce qui concerne, avec votre permission, vraiment, je vous ai dit que je vous parle là comme membre de l'organisation, et ce que j'ai dit fait foi de ce que je suis en train de dire. Il y a eu une dernière réunion préparatoire qui s'est tenue hier au ministère des Sports et de l'Éducation civique, présidée par le ministre des Sports en personne, et je vous dis qu'il y a le 16 octobre un prologue à Yaoundé, et dès le 17 il y a la première étape qui va de Yaoundé pour Bafia, 122 km. Ensuite, le lendemain, il y a Yaoundé et Bolova, 156 km.
puis Zouété les 100 mm, Meyomé ça la 143 km, et enfin dimanche il y a 100 mm Yaoundé 169 km. Ok, donc voilà. En ce qui concerne les informations que vous vouliez sur le tour cycliste. C'est des informations fraîches. Merci à vous Jean-Baptiste Biaillé pour ces précisions, parce que ça a commencé à aller dans tous les sens. On retient donc que l'Union cycliste internationale est depuis hier d'accord de la tenue du Grand Prix international cycliste Chantal Biya, du nom de la première dame du Cameroun, la compétition qui débute donc le 16 octobre prochain. C'est dire que l'épisode de la Fédération de cyclisme, mais quand même je vais vous poser la question parce que vous suivez également cette actualité. On savait que le président Ndjele, qui gérait la fédération, a été mis hors jeu par le ministère des Sports avec une élection qui a porté Moustapha Dogo à la tête de cette fédération. Mais voici que la suite des difficultés rencontrées par le ministre des Sports et de quelques autres acteurs pour organiser cette compétition. On a dû rappeler François Ndjele pour être ce qu'on appelle là-bas le chef de projet des grandes compétitions que sont le Grand Prix Chantal Biya, le Tour du Cameroun et aussi la Tropicale Amissa Bongo. Est-ce qu'on peut penser là qu'on est tout simplement en train de colmater les brèches pour tenir absolument une compétition? Que vous inspire la situation de ces fédérations? Il faut dire que le cyclisme n'est pas le seul domaine compliqué. Il y a aussi la boxe. Et les autres qui connaissent des temps des rafistolages au niveau du ministère des Sports. Non, Albert Patrick, moi je dois dire simplement que on ne doit pas toujours chercher à créer la zizanie dans des situations. Vous savez, le Tour cycliste international Chantal Biya, c'est une compétition qui fait grand honneur à notre pays. Bon, moi, je suis d'accord avec M. Biaillé, qui suit souvent cette compétition, et c'est une compétition qui fait honneur au Cameroun. Et toutes les personnalités qui composaient encore hier, ou qui composent encore aujourd'hui, la Fédération nationale de cyclisme, ce sont les Camerounais qui sont appelés à un moment ou à un autre à concourir pour le bon déroulement des compétitions. Qu'on appelle l'ancien président François Ndjele ou bien l'actuel, pour que tout le monde concourt à la bonne organisation de cette compétition. Moi, je crois que c'est des choses qui font avancer le sport camerounais. Alors, Jean-Baptiste, il y a une dernière question. Est-ce qu'on ne va pas arriver à une situation de rivalité entre François Ndjele, qui est le chef de projet, et Moustapha Dogo, qui est le président de la fédération? Est-ce que ce n'est pas parti là pour une nouvelle cacophonie dans les rôles? Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir des gens qui se marchent sur les pieds dans cette organisation-là? Si je m'en tiens à ce que Monsieur le ministre des Sports a dû bien dire au cours de la réunion préparatoire hier au ministère des Sports, c'est que Monsieur Moustapha Dogo reste bel et bien le président de la Fédération camerounaise de cyclisme. Ça veut dire que l'UCI l'a déjà accepté comme tel? Il l'a accepté comme tel, et je pense que il reste l'ordonnateur. Et c'est le plus intéressant de comprendre dans cette affaire, c'est qu'il reste l'ordonnateur de tous les fonds. C'est-à-dire celui qui gère l'argent. Voilà, engagé pour cette compétition. Bien que le ministère puisse avoir également un œil regardant, puisque vous le savez très bien, c'est le ministère, c'est l'État du Cameroun, via le ministère des Sports et de l'Éducation physique, qui finance la compétition. Et donc, on peut désigner un régisseur, mais Moustapha Dogo, en tant que président de la Fédération camerounaise de cyclisme, en est l'ordonnateur. Le chef de projet a son rôle qu'il va jouer. Il a pu débloquer certainement une situation eu égard auprès de l'UCI, eu égard à ce qu'il a de l'entre-gens, ça il faut le reconnaître, il a de l'entre-gens à ce niveau, il a pu débloquer une situation qui était une situation, j'allais dire, de conflit larvé ou feutré entre l'UCI et la fédération. Donc je pense que, je vous l'ai dit, la correspondance est parvenue au Cameroun. Donc les rôles sont bien définis. Les rôles sont bien définis. La compétition n'a pas de problème. Les premiers arrivants arrivent au Cameroun effectivement dès mardi prochain. Et il va sans dire, je suis d'avis avec Siméon Ava, qui pense que cela honore autant que faire se peut, non seulement l'image de marque de la marraine de cette compétition qui est Madame Chantal Biya, mais beaucoup plus honore notre pays tout entier. Le Cameroun. Voilà.
Voilà, merci donc à vous pour toutes ces informations concernant le Grand Prix international cycliste Chantal Biya, une compétition qui a souvent été vécue sur les antennes d'Afrique Média, la télévision panafricaine, puisque nous aurons certainement des équipes dans le tour. On va observer un premier stop pour aller du côté des kiosques, parce que vous le savez, l'actualité est abondante au Cameroun ces dernières semaines et la presse est véritablement à l'étrier. Et Cédric Mbonomo a relu pour nous la presse de la semaine. Je vous propose de suivre à présent la revue de presse. Cela faisait longtemps qu'on n'en avait plus eu dans cette émission. Voici la revue de ce club de la presse. Mesdames, Messieurs, bonjour. Législative et municipale 2013, le Cameroun est désormais entré dans sa période post-électorale. L'on a ainsi pu prendre connaissance, grâce à l'hebdomadaire Le Devoir, des partis politiques qui vont gérer les communes pendant les 5 prochaines années. Des formations politiques parmi lesquelles le journal note le RDPC de Paul Biya, le SDF de John Fundi, l'UNDP de Maïgari Bello Bouba, l'UDC d'Adamou Ndamjoya, l'UMS de Pierre Kouemo et l'UPC d'Adolphe Papin-Doumbé. Le Devoir précise par ailleurs qu'une large majorité revient aux partis proches du pouvoir. Le RDPC, qui selon Génération Libre, dicte son hégémonie dans la région de l'Ouest Cameroun. Le bi-hebdomadaire de François Fogno-Fotso constate que sur les 40 communes que compte cette partie du pays, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais a avalé à lui seul 33, qu'il va d'ailleurs gérer sans partage. Ajoutez à cela 20 sièges de députés sur un total de 25. Ce résultat reste cependant provisoire puisque Cameroun Tribune rappelle que la Cour suprême, qui a désormais pris le relais en lieu et place du Conseil constitutionnel, doit d'abord statuer sur la quarantaine de recours enregistrés dans le cadre du contentieux électoral. Une quarantaine de recours qui mettent en exergue, et selon le quotidien Le Jour, les irrégularités relevées par les partis politiques, et plus précisément ceux de l'opposition, lors du scrutin municipal du 30 septembre dernier. Des irrégularités parmi lesquelles le journal Daman Mana souligne des cas de vote par substitution, de falsification de procès-verbaux, d'achat de conscience, de bureaux de vote fictifs, d'élus non inscrits et de charters électoraux. Et si les victoires du RDPC sont ici remises en question, pour Libération Plus, le point d'interrogation ne se fait pas moins alarmant concernant l'alternance à la tête de l'État. Le journal passe au décryptage une interview de Grégoire Oona, le secrétaire général adjoint du RDPC, entretien accordé à Radio France Internationale. Et selon l'hebdomadaire d'Amadou Tidjani, Grégoire Oona a reconnu que la transition pourrait se fondre de violence au vu des frustrations perceptibles dans le septentrion depuis l'incarcération de Mara Famidou Yaya et de Iya Mohamed. Et en attendant que ces appréhensions se confirment ou non, le quotidien de l'économie annonce une bonne nouvelle, celle de l'accroissement des recettes fiscales. Le journal révèle que 3 mois après sa prise de fonction, la nouvelle équipe dirigeante des impôts a réduit le déficit de 77 à 50 milliards de francs CFA. Avec 292,7 milliards collectés au 3e trimestre, le taux de recouvrement va au-delà des prévisions qui étaient de 267 milliards de francs CFA, soit donc 25,7 milliards en plus. Mais si l'on se réjouit de cette augmentation des recettes fiscales, l'on se plaint par ailleurs à travers le quotidien Le Jour de celle des eaux dans la ville de Douala. La capitale économique camerounaise est sous la menace des inondations à cause des violentes pluies qui s'abattent sur la ville depuis quelque temps. Les dommages sont énormes sur le plan matériel et pendant ce temps, à quoi joue le gouvernement? À quoi joue également Samuel Eto'o, le capitaine des Lions indomptables qui, selon le journal Investigation, revient sur sa décision de quitter l'équipe nationale camerounaise de football. Un revirement qui survient après que le secrétaire général à la présidence de la République lui ait accordé une audience au nom du chef de l'État. Samuel Eto'o jouera donc ce dimanche à Radès contre la sélection tunisienne, mais en attendant, allons-y comprendre son attitude et les conséquences que cela peut avoir sur le football camerounais à travers cette dialectique qui se poursuit dans le cadre du club de la presse. Restez donc des nôtres.
Voilà, retour donc en plateau. Merci à Cédric Mbonomo, à toute l'équipe qui a concocté cette revue de presse. Je pense à Nelly Pouandeux et tous les autres collaborateurs. Retour sur ce plateau, mesdames, messieurs. Nous allons entrer de plein pied dans cette émission en parlant de notre premier thème. Quel contentieux, pour quel résultat, parlant donc de législatives et municipales du 30 septembre dernier. Que se passe-t-il donc? On a eu les résultats des municipales avec, bien sûr, la razzia du RDPC, mais également la percée de quelques formations politiques, mais seulement on note qu'après les observateurs internationaux et nationaux qui ont tous dit que le scrutin s'est bien passé, cela n'a quand même pas empêché quelques formations politiques et ainsi que des candidats, une quarantaine de recours qui ont donc été déposés devant la Cour suprême qui siège donc comme conseil constitutionnel au Cameroun. Et hier, c'était donc la grande audience pour essayer donc de voir ce qui se passe. Ce qu'on retient déjà, c'est que dans l'ensemble, la grande majorité des recours qui ont été portés ont été jugés irrecevables, ce qui fait déjà dire à certains qu'il y a point de justice au Cameroun concernant donc les élections, puisque pratiquement les recours sont rejetés. On revient donc sur ce plateau pour une analyse de nos panélistes de ce qui se passe dans cette élection. On va d'abord parler de ce contentieux préélectoral, parce que post-électoral, autant pour moi, qui se déroule actuellement au niveau de la Cour suprême. Une quarantaine de recours. Le RDPC était aussi parmi ceux qui se plaignaient des choses qui n'ont pas été bien faites dans cette élection. Quelle lecture peut-on faire de cette étape du processus électoral? D'abord, je constate que, comparaison n'étant pas raison bien sûr, que par rapport au sénatorial, les législatives 2013 sont en train de nous offrir plutôt un autre tableau, plus reluisant. Parce que souvenez-vous-en, lors de sénatorial, il y a eu beaucoup plus de recours à la Cour suprême et on a assisté à une sorte de rejet, beaucoup de rejets, qui ont fait dire à un certain nombre d'observateurs qu'un certain nombre d'acteurs politiques n'avaient pas la maîtrise du code électoral. Lorsque vous regardez attentivement les législatives 2013, et c'est vous qui parlez du nombre des recours, il y en a une quarantaine seulement. Vous voyez que finalement les Camerounais se sont assagis, ou plutôt ont essayé de s'approprier le code électoral qui est un peu la boussole des élections aujourd'hui. Nous avons dit en son temps que ce code électoral était perfectible, puisque il reste vrai que ce code électoral est à dépoussiérer pour l'adapter au contexte, au circonstances camerounais, mais dès lors que la loi a été, j'allais dire, votée et promulguée par le chef de l'État, eh bien, ce code électoral reste applicable au moment où nous parlons dans ce studio au Cameroun. De ce point de vue, je voudrais dire que le contentieux électoral pour les législatives 2013, si nos informations sont exactes, sur la quarantaine de recours déposés sur la table de la Cour suprême, siégeant comme conseil constitutionnel, je crois depuis hier, avant que je n'entre dans ce studio, il y avait plus d'une vingtaine de recours qui étaient déjà rejetés. Cela signifie en d'autres termes qu'on s'achemine vraisemblablement vers un rejet énorme de recours encore devant la Cour suprême. Cela suppose en d'autres termes que à y voir de très près, le RDPC va gagnant dans cette compétition. Pour les municipales, pour ne parler que des municipales, c'est vrai que nous parlons des législatives, mais pour ne parler que des municipales, vous savez très bien que les informations qui nous sont parvenues de l'arrière-pays font état de ce que le RDPC aujourd'hui contrôle 305 communes sur les 360 qui existent. Donc, s'il faut voter les conseillers municipaux et les députés sur cette base-là, on le voit clairement, le RDPC risque de prendre la majorité des députés à l'Assemblée nationale. Mais je voudrais
m'arrêter très rapidement sur ce point, puisque vous le savez très bien, les journalistes n'ont pas la qualité de proclamer les résultats avant le Conseil constitutionnel. La loi ne nous autorise pas. Ce que nous devons dire, et ce qui est presque autorisé, c'est de faire ce genre de commentaires aujourd'hui avant la proclamation des résultats. Nous sommes encore dans la phase du contentieux, et donc le contentieux peut révéler un certain nombre de choses. Certainement, beaucoup de partis politiques qui vont perdre ce contentieux électoral, mais certainement une infime partie qui devrait avoir gain de cause. Mais je présume, comme observateur, que le RDPC, une fois de plus, va gagnant dans ce contentieux électoral. Je vous l'ai dit, sur la quarantaine de recours, il y a déjà plus d'une vingtaine qui ont reçu le rejet, n'est-ce pas, de la Cour constitutionnelle. De la Cour constitutionnelle. Voilà. La Cour suprême, siégeant comme Cour constitutionnelle. Alors, voilà la première information, ou la première analyse qu'on peut avoir. On va s'arrêter là pour cette première analyse. Siméon Ava, c'est également une actualité que vous suivez. On s'étonne quand même de ce que les recours soient généralement rejetés en masse. D'aucuns pensent que c'est juste un rituel et que les magistrats, les hauts magistrats de la Cour constitutionnelle n'ont pas suffisamment le temps d'entrer dans le fond des dossiers et que c'est juste de la parade judiciaire qui est faite au niveau de cette Cour constitutionnelle. Vous partagez cet avis que le droit, que la justice n'est pas véritablement dite dans ce contentieux? Il est de notoriété qu'on n'apprend pas à un vieux singe à faire des grimaces. La Cour suprême, c'est le vieux singe. On n'apprend pas les grimaces à la Cour suprême. Je dois dire que la quarantaine de recours qui a été portée à la haute attention de cette haute juridiction a été rejetée en intégralité. Ça, c'est l'information des dernières minutes. Tous les recours ont été rejetés entièrement. Ça veut dire que le processus électoral, tel que les observateurs électoraux l'ont révélé à la presse et partout où besoin se fait sentir, c'est que le processus électoral s'améliore nettement au Cameroun, dans notre pays. Il faut le reconnaître. Il faut dire que tous les acteurs de la scène, moi je suivais par exemple au terme de ce contentieux des législatives, quelques leaders politiques qui s'exprimaient disant que bon, tout n'est pas parfait, il faut dénoncer ce qui reste imparfait pour qu'on continue à améliorer davantage ce processus électoral. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est de la parade ou je ne sais pas quoi. La Cour suprême... Donc la loi est dure, mais c'est la loi. C'est la loi. La Cour suprême a fait dire le droit. Et aujourd'hui, la quarantaine de recours a été rejetée. N'était pas fondée. D'accord. Mais je voudrais avec juste en un mot, parce qu'on a cette circulaire du RDPC pour la deuxième partie de ce sujet qui touche à la politique. On le disait en titre que nous sommes en plein dans le processus qui est en train de connaître son épilogue, avec notamment les municipales dont on attend désormais dès mercredi prochain. Ça devait être le cas mardi, le deuxième mardi après la proclamation des résultats, mais pour raison de fête du mouton, donc la date a été repoussée au lendemain, c'est-à-dire mercredi 16, et c'est donc les exécutifs municipaux qui vont être élus, mais seulement voici qu'après les investitures des candidatures, le RDPC semble avoir fait machine arrière en sortant cette circulaire que je vais très rapidement lire, le secrétaire général du comité central qui écrit donc à mesdames et messieurs les mandataires du comité central du RDPC, les chargés de mission du RDPC et les conseillers municipaux du RDPC, l'objet c'est tout simplement élection des exécutifs municipaux. Et il écrit donc, M. Jean Cueté, suite au scrutin municipal du 30 septembre 2013 et conformément aux dispositions légales en vigueur, la session de plein droit en vue de la mise en place des exécutifs municipaux se tiendra le mercredi 16 octobre 2013. Au cours des 5 prochaines années, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais assumera donc totalement ou partiellement la gestion des 305 communes sur les 360. Cette victoire éclatante qui marque l'attachement du peuple camerounais à la personne et aux idéaux ainsi qu'au projet de société de son Excellence M. Paul Biya, président national du RDPC, permettra la mise en œuvre concrète au niveau local de la politique des grandes réalisations du chef de l'État.
pour la constitution des exécutifs municipaux, le président national du RDPC a décidé que le choix des maires et de leurs adjoints se fera dans le cadre d'élections libres au sein des groupes communaux du RDPC par les conseillers municipaux eux-mêmes, dans le strict respect de la loi et des dispositions pertinentes et des textes de base du parti. Il poursuit donc en disant qu'à l'heure de la décentralisation, il est impérieux que nos communes soient gérées par des personnes choisies pour leur sens de responsabilité, ayant à cœur l'intérêt général et étant capables de se mobiliser pour répondre aux aspirations ainsi qu'aux besoins essentiels des populations. Toutefois, la désignation de celle-ci devra veiller à prendre en compte les différentes composantes sociologiques et la représentation des minorités, des femmes et des jeunes. Par ailleurs, le profil des candidats devra intégrer les critères suivants. 1. La disponibilité. 2. Le militantisme et loyalisme envers le parti. 3. L'attachement aux institutions républicaines. 4. Ambition pour le développement local. 5. Capacité d'écoute, de rassemblement et de mobilisation. 6. Capacité à entraîner les populations à fédérer les énergies autour des objectifs de développement de la commune. Et puis 6. Sens du dialogue, probité et intégrité morale. Voilà donc les critères qui sont édictés par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. C'est une circulaire qui est assez longue. Les dites opérations qui précèdent la session de plein droit se dérouleront le lundi 14 octobre 2013 au cours des séances de travail à huis clos regroupant les conseillers municipaux RDPC élus autour de la délégation du comité central. Le message poursuit. Lors de ces séances de travail, il sera procédé à la constitution des groupes communal RDPC dirigé par un bureau comprenant un président assisté d'un secrétaire, les deux ne devant pas être candidats au poste de maire et adjoint. Le bureau du groupe, sous la supervision du mandataire du comité central, est chargé de la conduite des opérations de choix des candidats au poste de maire et adjoint au maire. Au cas où le consensus s'avère difficile, les conseillers municipaux procèdent à un vote libre pour la désignation du candidat du RDPC au poste de maire, au scrutin uninominal et au scrutin de liste pour les adjoints. Au terme des dites opérations, le mandataire du comité central prend acte du consensus obtenu, le cas échéant, du candidat au poste de maire et de la liste des candidats au poste d'adjoint désignés par les conseillers municipaux à l'issue du vote. Il désigne également le conseiller municipal chargé de présenter au cours de la session de plein droit les candidats retenus du RDPC aux différents postes. Le président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais attache du prix à la stricte application des dispositions contenues dans la présente circulaire. Il finit en disant qu'il invite par conséquent ses camarades du RDPC, c'est-à-dire les conseillers municipaux, à faire preuve de sens élevé de responsabilité et à tout mettre en œuvre pour que les opérations électorales, tant au sein des groupes communaux que lors de la session du 16 octobre 2013, se déroulent dans le calme, la sérénité, le respect de l'ordre public et la discipline du parti. Voilà donc, en exclusivité sur les antennes de la télévision panafricaine Afrique Média, la circulaire du RDPC signée de Jean Kueté, le secrétaire général du comité central du RDPC. Retour très rapide pour permettre à chacun de dire un mot. On va prendre le président Banla au téléphone, le président du PR qui avait demandé à voter pour le RDPC. Lui aussi va intervenir dans quelques instants. Le temps pour nous de prendre très rapidement l'interprétation, la lecture qu'on peut faire de cette circulaire qui vient juste de nous parvenir dans ce studio. Vous qui observez cette situation, est-ce qu'on peut dire que là c'est une volte-face du RDPC qui, après avoir cogné le mur, si je puis me permettre cette expression, après les investitures des candidats? Pas de volte-face. Vous voyez que c'est la suite logique des opérations que le RDPC a engagées depuis les opérations d'investiture. Les conseillers municipaux sont déjà investis par le parti. Et puis, les conseillers municipaux ont gagné les élections par-ci, par-là. Il y en a où il y a la proportionnelle qui sera appliquée. D'où la circulaire est assez précise sur certains points. Il faut avoir des groupes communaux du RDPC. Et les opérations vont se passer dans la discipline. On laisse libre cours
aux conseillers municipaux d'élire le maire. Ça veut dire que le président national, légaliste à souhait qu'il est, a voulu que la loi soit respectée. Vous savez que la loi dit que ce sont les conseillers municipaux qui élisent le maire et ses adjoints. Au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, il s'agit d'encadrer cette opération pour qu'elle se passe dans la paix et la discipline et pour qu'on ait les meilleurs possibles, les meilleures figures possibles pour conduire le développement local. Voilà, est-ce qu'on ne peut pas dire que le RDPC, après avoir été mordu par les investitures, parce qu'il faut le dire, le parti a quand même pris des coups, ce qui lui a même occasionné quelques pertes sur le terrain. Est-ce que c'est pour éviter les frustrations qu'on a connues pendant les investitures que le parti revient un peu? Parce que vous ne pouvez pas nier quand même, connaissant la pratique qui voulait qu'on investisse les candidats. D'ailleurs, beaucoup étaient déjà dans cette logique-là. On a même annoncé dans la presse cette semaine que le parti avait demandé au préfet de participer, sinon de désigner carrément ceux qui allaient être maires. Est-ce que cette circulaire ne vient pas battre en brèche tout ce qui était... L'élection des maires et des adjoints maires relève de la loi. C'est du domaine de la loi. Il ne s'agit pas pour le parti de désigner un maire précis, parce qu'il s'agit de la loi et le parti RDPC est respectueux, autant que je le sache, de la loi de la République. Donc, moi je ne vois pas un volte-face, comme vous le dites. Le parti avait déjà procédé aux investitures au niveau de la base, tel que c'est dit, les textes du parti le disent, que le parti procède aux investitures. Mais ça a provoqué des déchirures. Pas tellement de déchirures. Vous savez qu'il y a émulation. Moi, je viens par exemple d'un département, le non-influent en l'occurrence, où il n'y a pas de parti d'opposition. Bon. Et il n'y a pas de parti d'opposition. Et à l'intérieur donc de ce département-là, il y a émulation au sein des camarades du parti qui veulent avoir, c'est tout à fait normal, c'est légitime d'avoir le suffrage du peuple, de diriger une mairie, d'être un conseiller municipal, d'être un député. Bon, dès qu'on est investi par le parti, maintenant, le conseil municipal a la charge d'élire, c'est dit par la loi, d'élire le maire et ses adjoints. Donc moi je ne vois pas un volte-face spectaculaire, non? Voilà. C'est la suite logique. C'est une suite logique, d'après vous, donc, le parti reste dans sa logique. Alors, Jean-Baptiste Biaillé, cette circulaire, quelle lecture? Très rapidement, succinctement, qu'est-ce qu'on retient de cette circulaire qui est signée du secrétaire général du RDPC? Alors, très rapidement, parce qu'on va aller au téléphone tout à l'heure, est-ce que vous partagez la lecture qui est faite par Siméon? Non. Non, parce que j'ai la faiblesse de penser que c'est quand même une volte-face. Lors de la campagne électorale, il y a eu une circulaire du RDPC qui est sortie par le secrétaire général de ce parti, certainement par inspiration du président national du RDPC, et tous j'allais dire les mandataires du comité central du RDPC sur le terrain, qui étaient soit les présidents des commissions régionales de campagne ou les commissions départementales de campagne, ont passé leur temps, je vous dis des choses de terrain, puisque j'étais sur le terrain pendant la campagne, tous ces gens ont passé le temps à dire que tous ceux qui sont à la tête des listes, qui sont des têtes de liste, pour ainsi dire, ne seront pas forcément des maires. Oui. Oui, et je me rappelle que ce discours, je l'ai entendu de la bouche de Gilbert Chimievuna, délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, mais beaucoup plus président de la commission régionale du centre dans tous les départements où il est parti. Il a attiré l'attention de tout le monde pour dire que toutes les personnes qui sont des têtes de liste ne seront pas forcément des maires. En tout cas, de ce point de vue, on s'est rendu bien compte à l'évidence que le parti annonçait là, en respect j'allais dire, de ces textes, n'est-ce pas, qui concerne j'allais dire qui concerne le respect de la discipline du parti, allait appliquer plutôt la méthode des investitures que celle de l'élection. L'élection libre.
Or, aujourd'hui, la circulaire signée du 11 octobre 2013 montre clairement qu'il y a une volte-face du RDPC. Alors, en clair, on se rend compte à l'évidence que le RDPC est embarrassé. Embarrassé parce que il y a eu effectivement ces investitures qui ont laissé beaucoup plus de blessures. Et c'est le cas de le dire. Ce n'est pas moi qui viendrai vous dire ici dans une télévision qu'il y a des gens qui ont dit que si jamais on élisait un certain nombre d'exécutifs municipaux, n'est-ce pas, les gens vont sortir les machettes. Je l'ai entendu dans la rue. Ouais, je vous dis des choses de terrain. Ça peut plaire ou ça peut déplaire, mais je vous rends compte de ce que moi j'ai écouté sur le terrain. Il y a certaines personnes qui ne devraient pas être élues maires, d'autres qui devaient être élus. De toutes les façons, il y avait un problème et il fallait trancher le débat. Aujourd'hui, la circulaire vient comme repréciser une autre pensée du président national du RDPC qui ne procède plus par l'investiture, mais qui va procéder désormais par l'élection. Alors, vous vous rendez compte à l'évidence que finalement, c'est Paul Biya qui est, pour ainsi dire, l'homme qui contrôle la situation et la politique de son parti. Un coup, on vous parle des investitures. Un autre coup, on vous parle d'élections libres. Voilà. Finalement, on est embarrassé. Permettez-nous d'aller prendre très rapidement Georges Gilbert Banla qui va aussi nous donner sa position très rapidement parce qu'on joue maintenant après l'OTAN. On a encore un gros sujet qui nous attend concernant les Lions indomptables. On espère que le président Banla, qui n'est peut-être pas encore disponible à nous prendre. On va réitérer tout à l'heure. J'ai une dernière question. Cela me permet. On sait qu'on a toujours eu des circulaires du RDPC. Une chose est de signer une circulaire comme celle-ci. Une autre est de l'appliquer parce qu'on note quand même que dans cette circulaire, on a un personnage là qu'on appelle le mandataire du parti, du comité central, qui ira encore sur le terrain. Est-ce qu'on ne va pas s'en sortir encore avec les mêmes problèmes qu'on a eu pendant les investitures dans cette formation politique? Est-ce qu'il suffit d'une circulaire pour que le problème soit réglé? Je souligne un gros mot qui existe depuis le début du processus électoral. Il s'agit du consensus. Bon, mais on n'a pas pu l'avoir. Il s'agit du consensus. Quand vous avez sur le terrain des listes consensuelles, on ne peut donc pas dire qu'il y a une tête de liste. Si vous avez procédé effectivement par consensus. C'est pour cela que les mandataires du RDPC qui étaient sur le terrain ont passé dans le temps à dire aux conseillers municipaux que nous voici à l'élection des conseillers municipaux. Parce qu'ils sont sur une liste consensuelle et non une liste unique. Non, Siméon, avec votre permission, je voudrais dire que les investitures ont créé trop de problèmes, qu'on n'est pas sûr qu'il y a eu le consensus partout et pour tous. Parce que le véritable problème, moi j'étais sur le terrain, je vous dis, je vous donne les effets de terrain. Je ne suis pas sûr qu'il y a eu le consensus partout. Nous connaissons des listes où il y a des familles entières qui ont pris en otage soit les mairies, soit, j'allais dire, les candidatures, n'est-ce pas, pour les législatives. Et je vous dis, autant pour moi, que le consensus n'a pas été partout et pour tous. La deuxième chose sur laquelle je voudrais revenir par rapport à cette circulaire, c'est que il y a quand même un certain nombre de critères qui sont énumérés dans cette circulaire qui prouvent clairement que on est partagé entre l'élection et l'investiture. Lorsqu'on parle par exemple pour les critères des prochains exécutifs municipaux, qu'il va falloir considérer l'aspect sociologique, l'aspect genre dont les femmes, l'aspect jeune, les jeunes, les militants, je présume que le parti va devoir s'impliquer pour qu'on décide en dernière analyse, n'est-ce pas, qui devrait présider aux destinées. D'ailleurs, il y a un certain nombre d'autres critères. Le militantisme et le loyalisme envers le parti. Vous croyez que si un candidat se présente aujourd'hui et qui n'est pas militant et loyal envers le parti, il sera voté? Donc, je pense que c'est une investiture voilée sous la bannière, n'est-ce pas, d'une élection qui ne cache pas son nom.
parce que je vous ai parlé de l'embarras aujourd'hui du RDPC à parler soit de l'élection, soit de l'investiture. Siméon a fait bien de rappeler que les textes de base prévoient que c'est les conseillers municipaux qui élisent. Ça, c'est la loi qui le dit. Mais je dis que le RDPC est aujourd'hui embarrassé, n'est-ce pas, dans son propre camp, de décider qui devrait être élu ou qui devrait être, comment dire, investi. Ok. Donc, on a compris, on va essayer d'avoir encore Jean-Gilbert Bamla qui est au téléphone. Monsieur le Président, bon après-midi. Oui, je suis en ligne. Alors, vous êtes actuellement dans la capitale économique. Merci de nous retrouver à travers le téléphone sur le Club de la Presse. La première partie de l'émission s'achève. Nous avons parlé de politique avec notamment les législatives et municipales du 30 septembre dernier. Nous parlions du contentieux électoral tel qu'il se déroule du côté de la Cour constitutionnelle. Nous parlons à présent de cette circulaire que nous venons juste d'avoir et qui vient du RDPC qui indique que le choix des candidats au poste de maire doit se faire librement par les conseillers municipaux. Quand on sait d'où on vient, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une évolution dans les rangs du RDPC ou alors c'est une manière larvée de faire encore des investitures à travers cette circulaire, comme le pense Jean-Baptiste Biaye, qui fait une lecture assez profonde de ce qui est dit dans cette circulaire. Quelle est votre position, votre analyse de ces deux situations, le contentieux de la Cour constitutionnelle et cette circulaire qui concerne les candidats maires du Rassemblement démocratique du peuple camerounais? Oui, merci d'abord. Je dis bonjour à tous les téléspectateurs d'Afrique Média. Pour dire simplement que le RDPC a créé déjà ce qu'on appelle une vanne démocratique dans ses rangs, c'est une très bonne chose. Quelques petits malins qui se cachaient aux investitures désignées aujourd'hui doivent passer aux investitures des urnes, c'est une très bonne chose. Et ceci veut dire que la démocratie s'installe déjà dans ce qu'on appelle cette entreprise politique. Et je pense que le promoteur étant M. Biya, ça veut dire qu'aujourd'hui, cette entreprise s'allie en doit aller avec la mondialisation démocratique. Et ceci est encouragé. Ça veut dire que quelques têtes-noms qui avaient à l'époque, qui pensaient que c'était le comité central, ou bien les recommandations téléphoniques, où je voulais tantôt dire quelques privilégiés dans le cadre du parti, pensaient qu'à un moment, on devait continuer à redonner le même blason, disons, être, très proche du comité central, ou bien être protégé par un certain nombre de personnalités dans ce cadre politique. C'est une bonne chose, il faut encourager ça. Si ça passe par cette voie, ça veut dire que c'est la démocratie. Secondo, en ce qui concerne, disons, le contentieux électoral, c'est une très bonne chose du côté du Conseil constitutionnel, parce que on ne peut pas accepter dans un pays sérieux qu'il n'y ait pas ce qu'on appelle un ton, disons, adverse dans un pays comme le nôtre. Il y a eu un certain nombre de recours du RDPC qui ont été rejetés dans l'Union éclairée. J'en passe du côté du littoral, je n'oublie pas Yabassi, Natal, ça veut dire que la seule cour constitutionnelle, disons que de formalisation politique, en attendant qu'elle soit effective, parce qu'il faudra l'installer à temps opportun. Maintenant, il va falloir que les gens comprennent que la démocratie a pris, disons que le train a pris la démocratie en otage. Et ceux qui ne sont pas dans ce train, qui sachent que n'importe comment on va les décamper, parce que avant c'était une histoire de petits copains. Et du côté de la Cour suprême, représentant, disons qu'entre guillemets la Cour constitutionnelle, c'était toujours le paquet électoral qu'on disait, c'était le RDPC qui était aux affaires. Maintenant, je crois que quelques petits malins qui se sont cachés dans cette entreprise devront maintenant changer de mentalité et s'adapter au nouveau système. Et j'encourage et la Cour constitutionnelle et le RDPC qui a compris que une entreprise politique doit respecter les règles d'hygiène, ça veut dire que les règles d'une démocratie, et une démocratie portante à l'attente du peuple, ça veut dire que c'est le peuple qui est ce qu'on appelle l'arbitre, et eux ne sont que des mandataires et ceux qui doivent servir le peuple.
Voilà, merci à vous, Président Georges-Gilbert Banla. Je rappelle que vous êtes le président national du Parti républicain. Merci à vous pour cette analyse. On pourra revenir dans le deuxième sujet, même si ça sera pour quelques minutes seulement, le temps pour nous. Donc, de revenir sur ce plateau et de parler des lions indomptables, parce que là, vous voulez ajouter un dernier mot, parce que le temps nous tient à la gorge. Non, un dernier. Juste un dernier mot. Parce non, un dernier mot par rapport à la circulaire de monsieur le secrétaire général du comité central, parce que je soutenais l'idée selon laquelle ce sont des investitures qui ne disent pas leur nom. Vous remarquez que dans la circulaire, on vous parle du profil des candidats qui intègrent le militantisme et le ruralisme envers du parti. Je ne sais pas comment on le mesure. L'attachement des institutions républicaines, je ne sais pas comment on le mesure. Les ambitions pour le développement local, je ne sais pas comment on peut mesurer tout ça. La capacité d'écoute, le rassemblement, la mobilisation, je ne sais pas comment vous pouvez mesurer tout ça pour juger les gens. Ensuite, on vous dit clairement, et ça c'est dans la circulaire, on dit les dites opérations qui précèdent la session de plein droit se dérouleront le lundi 14 octobre. Au cours d'une séance de travail à huis clos, regroupant les conseillers municipaux RDPC élus autour de la délégation du comité central. Ça veut dire qu'on par la suite, on vous dit, et c'est ça le plus intéressant, c'est que lors de ces séances de travail, c'est écrit dans la circulaire, il sera procédé à la constitution du groupe communal du RDPC. Dirigé par un bureau comprenant un président assisté d'un secrétaire, les deux ne devant pas être candidats au poste de maire et d'adjoint. Cela signifie en d'autres termes que c'est au cours de cette affaire qui va se passer à huis clos, le 14, et on viendra qu'on va désigner les responsables qui iront se présenter comme maire et adjoint pour être élus à la base. Donc ce sont des investitures qui ne disent pas leur nom. Voilà, je crois que... Oui, non, je dis qu'il y a deux situations claires qu'il faut voir. Il y a des communes où que le RDPC partage avec d'autres partis politiques. Et là, le groupe communal est assez important. Il est assez important parce que il s'agit pour les militants du RDPC d'aller en rang serré pour l'élection du maire le moment venu. Bon, aux endroits où il n'y a pas d'autres partis concurrents, il s'avère aussi nécessaire de regrouper des frères et sœurs de même parti, des camarades. Quand même, c'est toujours la discipline du parti. Oui, c'est la discipline du parti. Il ne faut pas donner libre cours encore aux intrigues. Nous avons déjà passé 4, 5, 6 mois. Ils ne sont pas assez responsables. Ils sont assez responsables. Ils sont assez responsables. Et le parti qui envoie les mandataires est assez responsable d'envoyer ses mandataires pour encadrer. Ils vont jouer un rôle d'encadrement. Ce rôle d'encadrement est très important parce qu'il ne s'agit pas... Alors, mais quel est le profil de ces encadreurs? Ça, on ne le dit pas. Est-ce que c'est les présidents de section? Est-ce que c'est les responsables du comité central à la base? Vraiment, il faut qu'on se retrouve qui sont ces mandataires du comité central. Ok. Est-ce que c'est les présidents de section? Est-ce que c'est les maires sortants? Est-ce que c'est les anciens ministres? Non, vraiment. Nous reviendrons sur... Là, il y a une bonne pagaille en perspective. Avant la session du plein droit qui se tient donc le 16, on note qu'à y regarder de près, si l'on suit des analyses, on a Siméon qui pense que c'est une très bonne chose, cette circulaire, et Jean-Baptiste qui, lui, essaie de penser que là, le parti n'a pas évolué, contrairement à ce qu'on aurait pu penser. C'est une sorte d'investir les candidats du RDPC d'une autre manière, et c'est dit dans la circulaire. On va quitter donc la politique, puisqu'il faut qu'on parle football. Et vous savez qu'au Cameroun, le football est une religion. Les Lions indomptables, c'est le plus grand parti où militent pratiquement tous les citoyens camerounais, parce que lorsqu'on parle déjà Lions indomptables, tout le monde se retrouve et chacun a un mot à dire. Et justement, ce qu'on a à dire, c'est que demain, dimanche 13, les Lions indomptables doivent affronter dans le cadre éliminatoire de la Coupe du Monde du Brésil 2014. Ils vont donc jouer contre la Tunisie du côté de Radès, c'est en Tunisie. Le match est important au point où il faut qu'on en parle sur ce plateau parce que cela ne s'est pas passé. On sait que après le match qui s'est disputé récemment à Yaoundé, Samuel Eto'o dans les vestiaires avait annoncé à ses coéquipiers qu'il allait arrêter avec l'équipe nationale du Cameroun. Voici que quelques temps après, la situation a évolué au point où
Il a été reçu au palais de l'Unité ici à Yaoundé par le secrétaire général Ferdinand Ngongo au nom du chef de l'État. Et conséquence, Samuel Eto'o-Fils est revenu à de meilleurs sentiments et a décidé donc de retrouver ses camarades du côté de la France pour la préparation du match de demain. Mais seulement au niveau de l'opinion au Cameroun, le sujet fait parler dans les chaumières. Qu'est-ce qu'on en pense sur ce plateau? Samuel Eto'o-Fils, je l'ai lu dans un article de presse. À quoi joue Samuel Eto'o-Fils finalement? Est-ce qu'il est en train de vouloir prendre en otage tout un peuple? Je ne fais que relayer là les idées qui viennent ça et là. Ou alors c'est tout à fait normal que Samuel Eto'o-Fils soit reçu par le président de la République à travers le secrétaire général. Et pendant qu'on était encore là, voici qu'Alexandre Dosson, dans une chaîne de télévision internationale, a fait une déclaration dans laquelle il indique que Samuel Eto'o-Fils n'est pas indispensable, que c'est un joueur et qu'on ne forme pas une équipe nationale avec un seul joueur, mais il s'agit, bien sûr, il a parlé de 25 joueurs, on sait qu'ils sont 22 qui doivent aller en Tunisie. Alors, toutes ces analyses mises dans le même panier, quelle est votre lecture de la situation Jean-Baptiste Biaye? Les Lions indomptables aujourd'hui, quelle est votre lecture? Ben, écoutez, je voudrais d'abord évacuer très rapidement le débat, si j'en ai la capacité, le débat sur Samuel Eto'o et son retour, pour dire que, je ne sais pas, il ne faut pas être quand même ingrat jusqu'à ce point et ne pas reconnaître les valeurs intrinsèques et peut-être même extrinsèques de Samuel Eto'o, qui, je vous le rappelle, est le meilleur buteur de tous les temps du Cameroun. Comparaison n'est pas raison, je vous l'ai dit dans le précédent sujet. On ne peut pas comparer Samuel Eto'o à Albert Roger Mila. C'est suffisant pour qu'il marche sur l'équipe du Cameroun. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Prêtez-moi de l'argent, ne me prêtez pas les mains. Non, je vous pose une question. Très bien. Je vous dis que c'est le meilleur buteur de tous les temps. Ça, et donc, c'est une icône de football. Première chose. C'est un génie du football. Deuxième chose. Troisième chose, c'est que il faut reconnaître la valeur d'un Camerounais. Quatrième chose, c'est que ce n'est pas la première fois qu'il est reçu au Palais de l'Unité. Il a été reçu plusieurs fois au Palais de l'Unité. À chaque fois qu'il a un problème. Très bien. Il a été reçu même au Palais de Mvomeka par le couple présidentiel. Citez-moi un seul nom d'un autre lion indomptable qui a eu autant d'égards. Donc, il faut reconnaître ces choses-là. Première chose. Quatrième chose. Cinquième chose, c'est que ce qui s'est passé nous désole, mais il faut aujourd'hui clairement dire la vérité. Samuel Eto'o-Fils n'a jamais quitté les Lions indomptables, n'a jamais démissionné. La presse, malheureusement, a fait écho des ragots de vestiaire. Des ragots? C'est ce que je dis. De la part de qui? Non, je rappelle que Samuel Eto'o, même s'il avait dit des choses dans les vestiaires, ce n'était pas une position officielle. Parce que un lion indomptable de la carrure de Samuel Eto'o ne démissionne pas, ne quitte pas les lions indomptables dans les vestiaires. Soyons sérieux. Il peut tenir une conférence de presse où il dit clairement qu'il a pris sa retraite internationale et puis tout le monde est au courant. Or, il n'a jamais dit ça. Deux, lorsque la presse s'en est fait écho de sa retraite, il n'a pas démenti l'information. Mais parce que la presse, en général, au Cameroun et dans le monde entier, s'en est fait l'écho, eh bien, la présidente de la République a cru devoir interroger M. Samuel Eto'o pour lui dire, est-ce que ce que la presse dit est vrai? C'est pour ça qu'on l'a reçu au palais, au nom du chef de l'État. Samuel Eto'o était donc au palais et il a rassuré tout le monde. Il n'a jamais quitté les Lions. Deux, il a rassuré qu'il va prendre part au match contre la Tunisie voilà. Demain. Et trois, il reste disponible comme n'importe quel Camerounais à jouer. Mais maintenant, je ne rentre pas sur... Une petite relance, Jean-Baptiste, pour permettre de chuter. D'aucuns pensent que dans ce pays, on a un gouvernement qui a un ministre des Sports, on a une fédération nationale de football. Pourquoi est-ce que les problèmes de l'équipe nationale du Cameroun et les problèmes de Samuel Eto'o doivent se résoudre dans un palais présidentiel à chaque fois qu'il a eu une fièvre dans cette équipe-là? Pourquoi c'est la plus haute instance du pays qui doit toujours s'en mêler? Et laissant sur le bord du chemin
les autres joueurs de l'équipe qui ne sont pas moins des Camerounais? C'est la question que l'homme de la rue se pose. Et je vous la pose pour votre analyse. Vous avez pleinement raison de vous poser cette question. Nous la posons. Certainement, beaucoup de gens se la posent. Mais je voudrais dire, toute proportion gardée, que effectivement, vous avez pu remarquer que lorsque Samuel Eto'o a été reçu à la présidence, ni le ministre des Sports et de l'Éducation physique n'était présent à la présidence. D'ailleurs, il n'était même pas informé. Ça veut dire qu'on l'a mis complètement de côté. Vous avez pu remarquer que les responsables de la fédération camerounaise, en tout cas, ce qui en tient lieu, puisqu'aujourd'hui, c'est Joseph, le comité de normalisation, en l'occurrence, monsieur Ona, Joseph, n'était pas à la présidence. Mais je voudrais qu'on ne fasse pas de comparaison pour remarquer que Monsieur le Président de la République en personne, dans ses différents discours, a dit que ce sont ces lions indomptables. Parce que les lions indomptables ne sont plus simplement une équipe nationale de football, ce sont des lions indomptables qui règlent non seulement des problèmes politiques, mais des problèmes, diplomatiques. Et donc, de ce point de vue, on voit la capacité avec laquelle la présidence de la République accapare et s'approprie, pour ainsi dire, un événement comme celui-là. Voilà, Siméon Ava, vous venez de suivre cette analyse de Jean-Baptiste Biaye sur la question. Alors, on va prendre votre point de vue sur tout ce qui a été dit. Que pensez-vous de la gestion? Est-ce que cette façon de faire n'est pas pour créer des frustrations, pour aboutir à des déclarations comme celle qu'a eu Alexandre Son sur une chaîne européenne, où il a indiqué pratiquement que, avec tout le respect que nous devons et qu'il doit à Samuel Eto'o fils, il pense que personne n'est indispensable dans l'équipe nationale du Cameroun. Votre lecture, c'est laquelle sur la réalité de ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui? Je ne pense pas que Alexandre Son ait dit clairement que il a dit Samuel Eto'o seul ne fait pas l'équipe, non? Il a relevé qu'une équipe c'est 25 personnes. Ça veut dire que pour gagner, il faut faire équipe. Pour gagner, il faut faire équipe. Samuel Eto'o sur un terrain seul ne peut rien faire. Voilà. Bon. Mais à contrario, moi je dois dire que hier par exemple, le président sénégalais a appelé au téléphone le capitaine de l'équipe du Sénégal. Voilà, il l'a appelé au téléphone. Ça veut dire que le président de la République du Cameroun peut aussi, à l'occasion d'un important match comme ça, recevoir le capitaine des Lions Indomptables. Il n'y a rien de nouveau. Vous savez que le président de la République, il a dû recevoir à une autre époque son excellence Roger Mila aujourd'hui, qui nous a fait de très belles choses en 1990 à la Coupe du Monde. Voilà. Non, il a reçu même avant cela. Il y a beaucoup de temps quand même. Oui, en 90, on a vu tout ce que Roger Mila a fait à la Coupe du Monde en Europe là-bas. Bon, maintenant, Samuel Eto'o, c'est une valeur sûre. Moi, je suivais encore Volker Finke, l'entraîneur des Lions ce matin, dit que c'est le genre de joueur que tout le monde aimerait avoir à l'intérieur de son équipe. C'est une icône, comme pour dire, c'est une icône du football mondial, Samuel Eto'o fils. Quand on s'en va jouer contre la Tunisie, j'ai suivi quelqu'un d'autre dire que l'équipe tunisienne, qui n'est faite que d'amateurs, pourra passer même le temps. Moi je l'ai vu ici à admirer Samuel Eto'o. Moi je l'ai même vu ici. Le problème du Cameroun aujourd'hui, le Cameroun ne fait plus peur à personne. Et moi je dois ajouter. Est-ce qu'on doit se voiler les yeux au point je dois ajouter que chaque sortie de Samuel Eto'o fils, c'est pour dénoncer certaines situations. C'est tout. Pour dénoncer certaines situations. Un bon capitaine, il doit le dire. Il vit quand même avec cette équipe. Il doit le dire à qui? Il doit le dire. Il doit le dire à qui de voir. Au pouvoir public, à qui de voir. Il doit dénoncer ce qui ne va pas à l'intérieur de l'équipe, mais il n'a pas refusé. D'ailleurs, lui-même s'est qualifié comme un soldat prêt à aller en guerre. Et c'est ça que nous voulons de Samuel Eto'o. Voilà, d'ailleurs, il faut dire à la suite de Siméon. Et un pronostic, le match de demain, il faut dire, je n'aime pas cet exercice de pronostic, mais ce que je voudrais dire, c'est que l'équipe nationale du Cameroun a souvent eu des problèmes
a des problèmes en ce moment, aura certainement des problèmes même après Samuel Eto'o. Parce que tant qu'on ne va pas résoudre les problèmes réels qui se posent au sein de la sélection, il y aura toujours ces problèmes. On a toujours apporté, face aux problèmes cruciaux, des solutions que j'appelle souvent des solutions cosmétiques. Par le saupoudrage. On n'est pas allé en Coupe d'Afrique des Nations. En tout cas, on n'a pas gagné la Coupe d'Afrique des Nations en 2010. On a fait une très mauvaise Coupe du Monde en 2010 également. Nous sommes revenus avec tous les problèmes qu'il y avait. Personne n'a eu le courage, n'est-ce pas, de gérer ce problème, de solutionner ces problèmes de manière efficace et de manière pérenne. Et donc aujourd'hui, ces problèmes ressurgissent. Je vous ai dit, vous parlez aujourd'hui de Alexandre Song qui aurait dit des choses dans une chaîne de télévision. Et c'est ça le mal. Non, c'est ça le mal du Cameroun. Il y a trop de ragots, il y a des égos surdimensionnés, il y a des conflits larvés, voilés entre les différents joueurs, il y a une mésentente entre un certain nombre de joueurs entre eux, et c'est ça qui se ressurgit et qui a une influence parfois sur les résultats sportifs, et c'est le cas de l'Odi. Alors il convient, me semble-t-il, c'est une proposition, que les encadreurs, je ne parle pas simplement des encadreurs de l'équipe nationale technique, mais les pouvoirs publics en place, ministre des Sports confondus, d'appeler ses enfants, parce qu'il s'agit là des enfants. Samuel Eto'o, c'est notre petit frère, il faut le dire. Il est milliardaire aujourd'hui, mais c'est des petits frères. Ils n'ont pas un mental capable de supporter un certain nombre de choses. Donc il faut les appeler sur une table de négociation et comprendre que lorsque le drapeau flotte, la patrie est en danger, c'est l'affaire de tout le monde. Alors le pronostic. Voilà. Je n'aime pas cet exercice, je vous l'ai dit, mais lorsqu'on regarde les confrontations, l'histoire des confrontations entre la Tunisie et le Cameroun, on se rend compte à l'évidence que le Cameroun a toujours remporté face à la Tunisie. Mais ne l'oubliez pas, pour ce match de demain, la Tunisie joue à domicile, dont elle a l'avantage et du public et des propres installations. Et je connais également le public tunisien, maghrébin en général, qui est très chauvin et très supporter. Vous allez voir ce qui va se passer demain au stade, dont les Tunisiens supportent leur équipe jusqu'au bout. Parce que la vérité, c'est que lorsqu'une équipe est arrivée à cette phase de la compétition, il faut la prendre très au sérieux. Je ne doute pas également un seul instant que nos compatriotes, qui sont, pour ainsi dire, à 180 minutes de la qualification pour le mondial de Brésil, feront des pieds et des mains. De toutes les façons, ils seront sortis tout de leur trip pour remporter au moins cette rencontre et se positionner pour avoir un meilleur résultat au match retour à Yaoundé et pouvoir se qualifier pour la suite. Oui, j'ai aimé une expression. Union sacrée autour des lions indomptables. Je crois que c'est ça le plus important. Parce que, qu'est-ce qui se passe au niveau de la presse, au niveau de l'opinion publique? On s'accroche sur des petites choses vraiment qui ne nous font pas avancer, qui ne font pas avancer la République. Quand une petite déclaration d'un joueur, ou je sais pas quoi, et puis c'est les ragots, et puis ça devient un scandale, et puis ça déteint forcément sur la cohésion de l'équipe. Moi, je crois que ce qu'on a le devoir de faire en ce moment, c'est l'union sacrée autour des lions indomptables. Et nous espérons bien que ces lions indomptables vont nous ramener un bon résultat. Voilà. Mais avec votre permis, non, par rapport à l'union sacrée, il faut dire que beaucoup de compatriotes... Non, c'est terminé, je dis seulement un mot. Oui. Par rapport à cette union sacrée, ne l'oubliez pas, Siméon, beaucoup de compatriotes ont transformé l'union sacrée en union sucrée, puisqu'il y a des gens qui se sucrent autour des lions, alors que les autres parlent d'union sacrée. Voilà, c'est une autre histoire. Si les lions ne se qualifient pas, ne soyons pas surpris, ils n'ont pas de fond de jeu, et s'ils veulent se qualifier, que le match retour se joue hors d'un Fandena. Attention aux Maghrébins, ils sont très chauvins. Venus du match rappelez-vous du match contre l'Égypte en 95. C'est le message de Yves depuis Douala. Bonsoir à tout le panel. Voilà encore Eto'o, une fois de trop. Ça prouve combien de fois il n'est pas bien entouré, il est mal conseillé pour éviter des gaffes comme celle-là. Alex Son a tout à fait raison et on supporte les 25 joueurs. C'est Chouaïbou de Yaoundé qui le pense. La présidence de la République est une institution. Eto'o est un usurpateur. Il est parti en disant qu'il laisse un coulou.
capitaine. Alors on l'a reçu, qui finalement, le pays est vraiment en mauvaise posture. C'est Eric Foyette qui envoie cet autre message. Donc on va rapidement prendre la lecture de Georges Gilbert Baoula pour ce qui est de cette question liée aux Lions indomptables avant de se séparer. Monsieur le Président, donc on va, pendant qu'on essaie de le joindre, lire encore un message au Président Georges Gilbert Baoula. Les consignes de vote ont été respectées, qu'il nous aide aussi à obtenir les ARV auprès de son père. C'est les malades de Sida de Douala qui envoient ce message. Alors Président Georges Gilbert Baoula, est-ce que vous êtes en ligne? Oui. Alors on parlait des Lions indomptables. Samuel Eto'o était au palais. Les Lions en ce moment sont déjà du côté de la Tunisie pour le match de demain qui compte pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Vous suivez tout ce qui se dit autour de la question, y compris l'intervention médiatique d'Alexandre Sombilon qui dit un certain nombre de choses qui semblent ne pas être partagées par tout le monde, des choses qui sont dirigées contre Samuel Eto'o. Que pensez-vous de tout ce qui est dit, de l'audience, de l'attitude de Samuel Eto'o et de ce que pourra faire l'équipe nationale du Cameroun demain en Tunisie? D'abord, je voulais simplement dire, je veux penser à l'interpellation du téléspectateur. Mais la dynamique, c'est de nous interpeller de temps en temps comme ça. Les ARV aussi, on va y penser. Bon, maintenant, ce qui concerne le cas Samuel Eto'o, j'avais dit qu'il ne quittait pas le terrain. Ça, c'est sûr. Aujourd'hui, le temps m'a donné raison. Il est revenu à de meilleurs sentiments, entre guillemets, parce qu'il n'avait même pas déjà dit officiellement qu'il quittait, disons que le 21 juin ou le 22 juin, pardon, de l'équipe nationale. Bon, maintenant, en ce qui concerne cette adversité qui a animé le jeune son, je ne sais pas si il se trompe beaucoup. Samuel a quand même une autorité footballistique, ça il faut le reconnaître. C'est vrai qu'en complémentarité, on peut dire qu'à un moment, c'est un peu trop exagéré, mais aujourd'hui, si Samuel Eto'o demande qu'on sécurise de sa personne physique, c'est tout à fait normal. Et s'il a été reçu au nom du chef de l'État, c'est au même titre que beaucoup de Camerounais peuvent être reçus. Ça ne veut pas créer ce qu'on appelle des complexes ou foutre des complexes aux autres Lions. Surtout qu'ils ne jouent pas seuls. C'est le résultat de tous qui fait l'unanimité et qui gagne. Donc je pense que le débat ne se trouve pas au niveau d'Eto'o. Eto'o a un problème, c'est qu'il s'exprime, il veut dire des choses et il pense que son pays devrait être au sommet du football mondial. Mais pour qu'il soit au football mondial, il faut qu'on l'accompagne. Maintenant, est-ce qu'il a la diatribe et la serve pour qu'il puisse mener à bon port ce qu'on appelle ses idéaux? C'est ça le problème aussi. Excusez-moi du peu, vous savez, on peut être bon joueur, mais on ne peut pas savoir aussi transmettre un message quand on est bon joueur. Donc le problème qui est ici, c'est que Eto'o aime bien, c'est un jeune, c'est plutôt normal qu'il reste beaucoup plus dans la vulgarité des jeunes. Il pense que peut sortir dans les bingos et beaucoup de journaux, c'est bien. Mais moi, mon problème aujourd'hui, c'est que Eto'o devra donner le résultat attendu. Alors, le résultat attendu, votre pronostic? Oui, mais le pronostic, c'est quoi? Si Eto'o joue collectif, nous allons gagner, par exemple, le prochain match. Mais si c'est les mêmes clubs qui restent, et puis ce jeune son, qui reste un peu à l'écart, parce qu'il faut respecter quand même la neutralité d'Eto'o, qui est quand même son aîné dans l'équipe nationale. C'est un peu ça aussi qui est mauvais dans notre pays. Il faut savoir respecter les aînés, et les aînés aussi doivent tenir, disons, les mains des plus jeunes. Mais la colère aujourd'hui entre sa réception et la Tunisie via le résultat, je crois qu'il faut encourager toute l'équipe et que les querelles se taisent. Il faut savoir faire les querelles, que nous attendons un résultat probant pour que le peuple camerounais, qui est comptable dans l'histoire du football, puisse en sortir, disons que, avec beaucoup de quitter. Moi, je pense que c'est ça. L'histoire est tout son, ce n'est pas un problème. C'est un jeune qui veut parler à son aîné. Ils ont une autre tribune. Maintenant, attendons le résultat de la Tunisie-Cameroun.
Voilà, merci à vous, Georges Gilbert Banla. Voilà que le gouvernement algérien a affrété 3 avions pour accompagner ses supporters au Burkina, mais chez nous, rien n'a été fait. C'est ce que dit Chouaïbou de Yaoundé. Je pense que il n'est pas le seul à le penser, parce que même la presse, comme cela se passait souvent dans un passé très récent, la presse était souvent appelée à accompagner les Lions. Cette fois-ci, cela ne se passe pas comme cela devrait être. Néanmoins, on va souhaiter toute la bonne chance à l'équipe nationale du Cameroun, les Lions indomptables, pour qu'elle vienne à bout des Tunisiens demain à Radès pour ces éliminatoires de la Coupe du Monde. On souhaite une très belle fête du mouton par anticipation à toute la communauté musulmane africaine et camerounaise. On remercie tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette émission. Je pense à Denis Amougou, Richard Wafo, Marie-Pascaline Ngonkam. Je n'oublie pas Ibrahim Aboubakar Sidik, ainsi que Paul Ngoumou et tous nos stagiaires qui nous accompagnent pour la réalisation. La régie centrale, tout le merci du DEX Afrique Média de Yaoundé. On se retrouve samedi prochain si Dieu le veut bien, mais n'oubliez pas, entre-temps, l'émission est en rediffusion le dimanche. Au revoir et à très bientôt sur les antennes.